Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 7 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Après la liesse de la Coupe Davis et la victoire de l'équipe de France de tennis, le démontage des installations ont débuté au Vélodrome Amédée de Trou. Après la liesse de la Coupe Davis et la victoire de l'équipe de France de tennis, le démontage des installations ont débuté au Vélodrome Amédée de Trou. Depuis ce matin, les travaux de sécurisation sont en cours entre les carrefours Montebello et La Rose. Le chantier doit durer un bon mois. Une vingtaine de jeunes Guadeloupéens s'apprêtent à passer les concours d'entrée dans les écoles supérieures des arts. La classe préparatoire a élu domicile au Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre. Le journal Aurélie Ronze. Et nous recevrons également à la fin de ce journal Yannick Sébastien pour évoquer les 6e rencontres autour du Festival européen du film d'éducation. Mais avant, direction le Vélodrome de Gourdeliane, opération démontage aujourd'hui après le premier tour de la Coupe Davis. Il s'agissait ce matin d'enlever le court central éphémère mais aussi les tribunes temporaires. La caméra d'Anne-Elisabeth Artsen était aux premières loges. L'après-Coupe Davis commence pour le Vélodrome Amédée des Trous. Les équipes techniques s'attellent désormais au démontage des infrastructures, éclairage, sono et gradins. Il en est de même pour le cours central, dont une partie des matériaux sera récupérée pour faire un 3e cours annexe. Pour Bruno Zlastan, habitué à la rigueur des terres battues de Roland-Garros, l'expérience sur les terres de Guadeloupe a été plus que concluante. Un bilan de cette Coupe Davis très satisfait naturellement, déjà la victoire, parce que c'est le sportif qui doit primer. Et puis ensuite, au niveau de la qualité de secours, moi-même le premier, j'étais un peu bluffé, je ne m'attendais pas à avoir une qualité comme celle-ci. On ne s'est pas trompé en prenant les mêmes matériaux qu'à Roland-Garros. Et je crois que s'il fallait refaire une Coupe Davis là en enfilade, je la referais tout de suite parce que c'était vraiment très très bien organisé, avec une ambiance assez exceptionnelle. J'ai rarement vu ça. Je pense que c'est une région qui le méritait. Eddy, ton attestation, bravo. Eddy Nabab a participé à la construction et l'entretien des terrains en terre battue durant la Coupe Davis. Il a reçu son attestation ce matin. C'est une très bonne expérience. Et des expériences comme ça, il en faut encore de ce pays, enfin en Guadeloupe et peut-être dans la Caraïbe. Et c'est très enrichissant et c'est très formateur aussi de travailler avec des humains, des gens qu'on ne connaît pas. Et de travailler en équipe, c'est quelque chose de valorisant. C'est un certain 29 janvier 2016 que le Vélodrome a entamé sa transformation pour accueillir le premier tour de la Coupe Davis. Plus que quelques jours pour finaliser le démontage et le Vélodrome Amédée des Trous retrouvera sa quiétude d'antan. Le cours central qui s'en va, mais les cours annexes, eux, vont rester. Ils serviront à un autre projet, c'est ce qu'a expliqué Christian Forbin, le président de la Ligue de tennis de Guadeloupe. Pour lui également, la Coupe Davis a apporté beaucoup plus qu'un aspect sportif. On l'écoute, il est interrogé par Éric Pommier. Écoutez, le central, je crois qu'on ne peut pas le garder le central parce que le Vélodrome, c'est un lieu prévu pour le vélo. Mais par contre, les cours annexes, j'ai entendu le président de la région dire qu'il avait une possibilité. Je me réjouis en tant que président de Ligue d'entendre cela. Et nous aussi, nous avons des idées pour pouvoir conserver ces 2 cours annexes. Nous en parlerons au président et je crois qu'en personne intelligente, nous arrivons à trouver une solution. Vive le tennis guadeloupéen. Mais vous savez, cette manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui va au-delà du tennis même. Parce que nous avons montré, nous, au tennis, que nous pouvons, qu'en Guadeloupe, on peut organiser une manifestation majeure de cette envergure en Guadeloupe. Et je crois que c'est la porte ouverte pour d'autres disciplines sportives. C'est un moment, tout le monde en a conscience, d'historique, d'exceptionnel, que les joueurs vivront peut-être qu'une seule fois dans leur carrière. Donc ça... Ils l'ont réalisé, je pense que dès qu'ils ont mis le pied sur cette terre de Guadeloupe. Et ça a été le cas pour tout le public qui est venu de métropole, les Canadiens. Je pense que malgré toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines sur l'organisation de cette rencontre en Guadeloupe, le résultat du week-end et puis la joie des spectateurs balaye tout ce qui a pu se passer avant.
Et voilà, bilan positif donc aussi pour le directeur de la rencontre. Les joueurs français qui ont quitté la Guadeloupe ce matin, direction les États-Unis. Gaël Monfils doit notamment participer à un tournoi d'exhibition à New York avant d'attaquer Indian Wells. Si vous avez effectué le trajet entre Petit-Bourg et Goyave aujourd'hui, eh bien vous êtes tombé sur une déviation. Des travaux d'élargissement de la chaussée ont été entrepris depuis ce matin. Ils doivent durer un peu plus d'1 mois. Plus de précisions avec Christian Corinthe, chef d'agence. Il est interrogé par Éric Pommier. Eh bien, ma foi, le besoin aujourd'hui est là d'avoir une régularité sur l'ensemble de l'itinéraire. Donc nous procédons phase par phase à la mise au gabarit de la 2x2 voies entre la zone de Colin, Pointe-à-Pitre, et revenir vers la zone de La Rose là-bas. Alors dans une première phase, nous avons cherché à rattraper l'ensemble de la plateforme en faisant le terrassement pour créer la surlargeur. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de structure de voie, donc il y a du rabotage. Et nous réalisons le rabotage nécessaire pour rétablir les épaisseurs régulières de structure de chaussée. Alors nous avons la chance de pouvoir travailler là en 3D, c'est-à-dire c'est une application qui permet d'avoir la structure régulière sur l'ensemble de l'itinéraire. Alors nous rabotons aux profondeurs nécessaires par rapport au repère de la glissière, et nous aurons en sortie la régularité des épaisseurs de l'ensemble de la structure de chaussée. Nous avons une déviation qui se passe par la RD 33 et qui se passe bien puisque entre-temps nous avons quand même réalisé sur la RD 33 des aménagements de sécurité, élargissement, accotement bétonné. Ça permet d'avoir le confort de la circulation. L'actualité en bref avec ce nouveau fait de violence aujourd'hui en Guadeloupe. Une fusillade a éclaté ce matin dans le bourg de Cap-Esterbello, plus précisément au niveau du marché aux poissons. Un jeune homme qui était en scooter a fait feu. Il s'agirait d'un règlement de compte. Bilan, 2 blessés légers dont une victime collatérale. Une enquête a été ouverte. Le coup d'envoi aujourd'hui de la semaine européenne de sensibilisation contre l'endométriose. En France, entre 2 et 4 millions de femmes sont concernées par cette maladie. Une maladie qui est souvent diagnostiquée par hasard et avec un retard moyen de 7 ans. En Guadeloupe, l'association Karukéra Endométriose souhaite alerter justement les instances médicales, comme nous le disait ce midi sa vice-présidente Cindy Onestas. Elle est méconnue à ce jour, même du corps médical. Et le but premier de l'association est effectivement de faire bouger les choses, de faire savoir que ces femmes atteintes d'endométriose existent, que c'est une maladie bien réelle, avec de graves conséquences. Et nous espérons vraiment nous faire entendre au niveau des instances médicales et des organismes sociaux aussi. Quels sont les symptômes de l'endométriose ? Alors, premier symptôme, ce sont les règles douloureuses. Donc, quand je dis douloureuse, voire invalidante pour beaucoup. Les troubles digestifs, ils peuvent aussi avoir des douleurs au niveau des rapports sexuels. Donc, ce sont effectivement quelques symptômes premiers, je dirais, de l'endométriose. Et toute cette semaine en Guadeloupe, plusieurs conférences sont prévues pour justement informer sur cette maladie. Demain, une conférence se déroulera au sein du local de la sécurité sociale à Petit-Pérou, aux Abîmes. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. C'est notre Minute Caraïbe. Au moins 17 détenus décédés, c'est le triste bilan de l'incendie qui a éclaté dans une prison de Georgetown, la capitale du Guyana. À l'origine du sinistre, 2 feux allumés par les prisonniers eux-mêmes, selon le ministre de la Sécurité publique, pour dénoncer leurs conditions d'incarcération. Les victimes se trouvaient dans l'aile de haute sécurité de l'établissement et auraient péri par les flammes, ne pouvant s'échapper. Une rencontre a tout de suite été organisée entre le ministre de la Sécurité publique et 18 représentants des détenus. Selon le ministre, plusieurs griefs ont été soulevés au cours de l'entretien, parmi eux les conditions de détention, la nourriture fournie aux détenus, les sévices infligés par certains officiers et la longueur de traitement des dossiers des prévenus avant leur passage devant les tribunaux. Le ministre s'est engagé à traiter en urgence ces différentes doléances, tout en exigeant des détenus le retour au calme dans l'enceinte de la prison. Une enquête sur les décès et les circonstances du drame doit être lancée dans les prochains jours.
Une équipe du Fonds monétaire international, dirigée par le directeur adjoint du département de l'hémisphère occidental, était à Kingston en fin de semaine dernière pour une brève visite post-électorale en Jamaïque. Après avoir rencontré le nouveau Premier ministre Andrew Holness et son équipe économique, l'équipe du FMI a félicité le nouveau gouvernement pour ses résultats électoraux et a affirmé continuer à soutenir la Jamaïque dans ses projets. Le FMI rappelle les nombreux défis économiques auxquels doit faire face la Jamaïque, notamment la poursuite du programme de réforme. Un programme qui depuis 2013 a été couronné de succès dans le rétablissement de la stabilité macroéconomique du pays et la réduction de la dette publique. Le FMI prévoit une nouvelle visite en mai prochain à Kingston, une fois que le nouveau gouvernement aura installé son administration et que les programmes de soutien seront tous relancés. Les responsables de l'autorité du tourisme de Saint-Kitts investissent davantage les marchés à fort pouvoir d'achat, en particulier les cibles de voyageurs en provenance du Canada et du Royaume-Uni. Le ministre du Tourisme, Lindsey Grant, a annoncé que la sensibilisation de ces cibles de clientèle se fera via des parutions dans des magazines haut de gamme, notamment 2 publications canadiennes, Taste et West, qui touchent à elles deux les 35 000 personnes les plus riches du Canada. La promotion de Saint-Kitts se fera en 2 temps, d'abord en septembre par une série d'articles de fond traitant de l'émergence de Saint-Kitts comme une destination de luxe de la Caraïbe, puis en décembre par la parution de 5 pages de publi-reportages sur la destination dans ces 2 journaux. C'est principalement l'offre de terrains de golf de grande qualité qui sera le produit d'appel. Le ministre du Tourisme rappelle que la seule province d'Ontario au Canada compte plus de 2 millions de golfeurs qui dépensent plus de 11 millions de dollars à l'étranger pour s'adonner à leur sport favori. Saint-Kitts met donc tout en œuvre pour attirer cette cible à fort pouvoir d'achat et particulièrement exigeante en promettant quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de spécial parce que Saint-Kitts, c'est tout cela. Retour en Guadeloupe, le Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre ouvrait ses portes au public aujourd'hui. Véritable institution, c'est le seul établissement dans notre département qui propose un lieu dédié à la découverte et la pratique des métiers d'art comme la photographie, l'infographie ou encore l'architecture. Depuis 10 ans, des classes préparatoires permettent d'intégrer de grandes écoles nationales. Le reportage de Jacques Damprobe. L'ambiance est studieuse. Nous sommes dans la ruche artistique du Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre. Ici, on dessine, on peint, bref, on a la fibre artistique. Cette vingtaine de jeunes se retrouvent en première année de classe préparatoire en art et design au concours d'entrée dans les écoles supérieures d'art appliqué. C'est ainsi depuis 10 ans. Ils ont un tronc commun, c'est-à-dire qu'ils ont des cours théoriques en histoire de l'art, des cours théoriques en anglais, mais aussi beaucoup de pratiques artistiques dans les domaines tels que l'infographie, la pratique plastique, la perspective, l'architecture, les arts appliqués d'une manière générale. Sylvia Dubois est professeure d'art appliqué et infographie. Elle encadre une douzaine de ces jeunes qui s'orientent vers la mode et le design graphique. Motivés et réceptifs, ils sont tous conscients des difficultés pour entrer dans les grandes écoles. Déjà, dans un premier temps, au niveau des cours, on a tendance à avoir une vision assez globale pour qu'ils puissent se faire une idée des différents secteurs du design afin de pouvoir se positionner au niveau de leur orientation. Et à partir du mois de janvier, on travaille sur des dossiers donc, de projets personnels qui sont demandés donc, dans toutes les écoles supérieures d'art. Et donc voilà, on travaille sur ces projets, on travaille sur un book et des préparations aux oraux. Plusieurs formations s'offrent aux intéressés, de la photo à l'architecture, en passant par le design graphique sur lequel s'est porté le choix d'Estelle. Par rapport aux projets que j'aborde, j'ai une meilleure facilité à aborder certains projets que d'autres, comme le design d'espace par exemple. Pour l'instant, je travaille sur la migration, le flux, l'empreinte des hommes sur l'empreinte qu'ils laissent sur un lieu par exemple. Choses comme ça, mais globalement c'est sur la migration. Gilliam s'oriente lui vers le design d'espace et l'architecture. Il y a beaucoup de débouchés, notamment sur l'architecture. Et pour ce qui est de l'architecture, dès qu'on sort d'assez grande école, il y a des possibilités d'emploi tout de suite après.
idem pour le design. Créé il y a 46 ans par la ville de Pointe-à-Pitre, le Centre des métiers d'art connaît un succès certain. Chaque année, près de 95% des élèves inscrits sont admis au concours d'entrée des écoles de beaux-arts et des écoles supérieures d'art appliqué et design. Et notez que le Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre ouvrira également ses portes au public ce vendredi. Allier le cinéma et l'éducation, c'est l'objectif des rencontres autour du Festival européen du film d'éducation qui se déroule à partir de demain en Guadeloupe. Des séances gratuites pour découvrir un cinéma que l'on a peut-être moins l'habitude de voir. Bonsoir Yannick Sébastien. Bonsoir. Vous êtes chef de projet pour les CMEA Guadeloupe. Alors les CMEA, ce sont les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. C'est vous donc qui organisez ces rencontres autour du Festival du film d'éducation. Alors avant de détailler le programme, quel est le rôle d'un CMEA ? Alors ce sont surtout des espaces pour expérimenter, pour parler d'éducation, pour porter des projets des personnes qui agissent sur le terrain en matière d'éducation populaire. Donc nous promouvons plutôt les valeurs d'éducation nouvelle, donc mettre les personnes, les apprenants, chacun des participants et des acteurs de nos projets au centre de ce que nous faisons. Donc nous partons surtout de ce qu'ils ont envie de faire, des préoccupations sociales, éducatives qu'ils ont au fond d'eux, de leur manière d'appréhender l'éducation pour monter un projet. Alors vous organisez donc ces rencontres autour de ce festival. C'est quoi un cinéma d'éducation ? Un cinéma d'éducation, ça fait pas longtemps que ça existe, ça fait juste 10 ans. Ça existe parce que les CMEA ont créé ce festival, parce que nous avons fait au niveau national une petite grille pour dire qu'est-ce qu'un film d'éducation. Donc c'est un film qui ne met pas de morale à la fin. C'est une histoire de vie, une histoire d'éducation qui peuvent être pour des enfants, qui peuvent mettre en scène des ados, des adultes et puis des personnes du troisième âge, mais qui ne nous dit pas quoi faire à la fin. Donc il nous laisse souvent assez perplexes et après avoir navigué parmi beaucoup d'émotions. Le but, c'est de provoquer vraiment le débat après avoir vu ce type de film. C'est ça, c'est de pouvoir se dire, tiens, moi ça me parle, c'est un écho pour moi, je me suis peut-être déjà retrouvée dans cette situation, dis donc, je ne savais pas que ça pouvait se passer comme ça. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis le montrer en Guadeloupe, c'est aussi montrer des films qui ne sont pas forcément des productions locales, mais se dire que le public va réagir aussi sur sa propre réalité. Justement, demain, c'est un film roumain qui sera projeté en ouverture. Toto et ses sœurs, ça parle de quoi ? Alors, c'est un documentaire qui est filmé sous forme un petit peu de fiction. On s'y perd parfois, c'est tellement rare au cinéma. Et donc, nous allons parler des enfants de familles au parcours très compliqué, très difficile, qui sont sujets à la toxicomanie. Donc, nous allons entrer dans l'intimité de cette fratrie, donc Toto et ses sœurs, pour parler de toxicomanie, de la jeunesse parfois, des parents, et de comment est-ce que la pauvreté, ces choses-là ne peuvent pas finalement enlever cette pierre précieuse qu'on peut retrouver chacun de nous pour arriver à s'en sortir. Alors, est-ce que l'on va quand même retrouver des productions antillaises et peut-être même guadeloupéennes ? Oui, alors là, je vais faire plaisir à beaucoup de monde. Ça fait 5 ans qu'on nous le demande. Donc oui, cette année, on a décidé de proposer et des productions locales de la Guadeloupe qui ont été quand même vues pas mal, mais que nous souhaitions mettre à l'honneur parce qu'ils parlent aussi d'éducation, de la Martinique, de la Guadeloupe, mais aussi des CMEA à Mayotte. Et qui dit éducation dit aussi scolaire, puisqu'il y a des séances qui leur seront réservées. Ce sera notamment ce mercredi. C'est ça. Alors, nous serons accueillis dans un cadre idyllique du Mémorial Act. Nous allons accueillir des scolaires des CP à CM2, déjà mercredi. Et puis vendredi, on reçoit les collèges-lycées au Rex 1. Une dernière question, est-ce qu'on peut retrouver votre programmation sur un site internet ou bien sur une page Facebook pour en savoir plus ? On privilégie la page Facebook puisque c'est là où vous pouvez suivre l'ensemble des actualités presque à la minute près pour vous donner un petit peu les ressentis et puis comment ça s'organise sur toute cette semaine. Merci Yannick et Sébastien d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci à vous. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, on va jeter un coup d'œil sur la couleur du ciel pour demain matin. Le soleil sera au rendez-vous, un soleil qui sera légèrement voilé par endroits. Les températures, elles seront comprises entre 25 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien, Minute Sport, avec une Minute Sport spéciale Coupe Davis. Vous retrouverez ensuite votre émission hebdomadaire Controverse avec Jean-Luc Icard. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.